Une information qui va de plus en plus vite dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, des crises politiques qui se succèdent, qui nous prennent de court parfois, comme le printemps arabe, d'autres qui s'enlisent, comme le conflit israélo-palestinien. Alors pour mieux comprendre le monde, Harold Iman nous propose donc cet ouvrage, Géopolitiquement correct et incorrect, paru aux éditions Talendier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Donc voilà, je vous ai piqué en fait votre titre. Donc voilà, vous êtes aussi chroniqueur sur BFM TV, chaîne d'information continue française. Je ne vous présente pas Slimane Zeguidour, qui est notre chroniqueur en géopolitique. Vous nous expliquez tous les jours dans le 64 minutes ou presque l'actualité internationale. Et grâce à vous, nous allons donc faire un point sur quelques crises majeures, et il y en a. Alors Harold Iman, déjà, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que votre ouvrage, c'est un peu la géopolitique pour les nuls ? Absolument d'accord. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. Et d'ailleurs, plus ça atteint le grand nombre, et plus je suis content, tout en ajoutant qu'il ne faut pas, si vous voulez, perdre de vue l'amplitude du lectorat. Il y a des gens très avancés, des diplomates, des ambassadeurs, des ministres qui vous lisent, et puis il y a le gars qui retourne les crêpes qui vous lisent. Donc, il faut parler aux deux. C'est ça le centre de l'exercice, trouver le mot qui monte et qui descend dans toute la gamme des lecteurs. Alors le principe, ce sont des questions courtes, parfois provocantes. Israël est-il un régime d'apartheid ? Qui peut empêcher l'Iran de poursuivre son programme nucléaire ? Comment faire simple sans être simpliste ? Ça, c'est ma question, parce que c'est vrai que c'est le problème. Vous parliez de cet équilibre à trouver. Alors, déjà, il faut toujours être documenté. Donc, je ne lis pas les autres ouvrages géopolitiques. Je fabrique ma cuisine seul dans ma petite cuisine. Et les ingrédients, ce sont les briefings, ce sont les voyages où j'ai rencontré Slimane, ce sont des briefings, des documents originaux ou des voyages, des déplacements, des contacts. Et avec ça, vous faites votre soupe. Alors, géopolitiquement correct et incorrect, pourquoi ce titre ? Est-ce que c'est parce que les journalistes n'osent plus poser les questions qui fâchent ? On est trop policé aujourd'hui, en France notamment ? Bien sûr qu'on est policé, mais je ne suis pas contre le fait de dire quelque chose tout à fait banal et reçu. Je ne me gênerai pas, je ne vais pas faire de l'anti-système pour le pur plaisir. Il y a des vérités de la palisse qui sont vraies. Donc je ne voulais pas m'interdire de le faire et je ne voulais pas que les gens pensent que ce serait un brûlot qui leur dirait que le 11 septembre c'était des fantômes ou enfin des choses vraiment, vraiment trop tendancieuses. Il n'y a pas ça dans le livre. Alors Slimane Zeguidour, juste une petite réaction à ce livre. Là aussi, la difficulté quand on fait de la télévision, c'est vrai que tout va très vite, c'est d'être juste, d'être équilibré, de trouver le bon ton. Ah oui, comme le dit Harold, d'abord de rapporter les faits, d'établir les constats cliniques de ce qui se passe dans le monde. Ensuite, chacun peut tirer les interprétations qu'il veut. Et l'intérêt de ce type d'ouvrage comme celui d'Harold, c'est que le concept de la géopolitique est né à la fin du 19e siècle. Mais en France, par exemple, on ne parle de géopolitique, c'est un terme qui est entré dans le discours, que depuis une trentaine d'années, je dirais même une vingtaine d'années. C'est pour ça que nous sommes encore au stade de la vulgarisation de ce que c'est que la géopolitique, c'est-à-dire les appétits, les rivalités, les affrontements politiques, idéologiques sur la géographie, sur l'espace. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est vrai que c'est un jeu de questions-réponses dans votre ouvrage. Si je vous dis 1er janvier 1959, la question est trop facile pour vous, Harold Iman, mais vous me répondez. Le 1er janvier 1959 Amérique du Sud, vous aide alors. Donc oui, alors, oui, bien sûr. À la prise de la... Voilà. Oui, d'accord, j'y suis. C'est la vanne tombe. Finalement, j'ai réussi à coller Harold Iman. Oui, j'étais parti sur des Hawaï qui rentrent dans les États-Unis. Non, je cherchais la date. Oui, c'est ça. Le 1er janvier, Fidel déboule à La Havane, oui. À Santiago du Chili. La Havane, à Santiago, le 8 janvier, oui. Ah bon, on m'a collé là. C'est important. À plat de couture, oui. Non, parce que vous consacrez un chapitre de votre livre aux relations entre Cuba et les États-Unis. Vous posez cette question, Cuba reste-t-elle l'ennemi des États-Unis ? C'était évidemment avant la déclaration de Barack Obama. Vous vous attendiez à cette déclaration ? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que ça va être facile de réconcilier les deux frères ennemis ? Très facile. C'est complètement artificiel. Et même les Cubains aux États-Unis, que j'ai tout petit peu fréquenté professionnellement, vont lâcher. Leurs enfants, ça ne les intéresse plus du tout d'être dans une posture de revanche par rapport à Cuba.
Ils ont plutôt pitié des Cubains et aimeraient y aller aussi souvent que possible pour leur lâcher des dollars et ramener des produits. Donc c'est une fausse inimitié. Et il suffisait de pousser la porte pour que tout fonctionne normalement. Évidemment, dans le Congrès, il y a une clique archéo, guerre froide, mais ils ont d'autres motivations que Cuba. Oui, mais là, c'est du côté américain. Est-ce que du côté cubain, ça risque d'être plus compliqué? Par exemple, Cuba a arrêté des dissidents hier, ce qui peut peut-être un petit peu surprendre les Américains et leur dire que tout n'est pas joué. Loin de là. Oui, ils en ont arrêté une cinquantaine et relâché presque la totalité. Ça, c'est juste, ne vous excitez pas trop, les enfants. On décoince, mais pas à la vitesse que vous voudriez. Donc, pour Cuba, le vrai risque, c'est de disparaître comme une économie séparée et de devenir la République dominicaine. Ça veut dire un pays qui vit entièrement du tourisme et qui est complètement miné par la corruption. Donc ça, c'est leur grand risque, et de devenir une espèce de Costa Brava avec le bétonnage total de leur littoral. Donc voilà le danger pour eux, il n'y en a pas vraiment d'autres. Alors Slimane Zeguidour, est-ce que vous partagez cette analyse, ce danger? Oui, c'est pas un danger, c'est un vrai risque, étant donné la disproportion de l'économie américaine et de l'indigence de l'économie cubaine. C'est sûr que Cuba, on ne lui souhaite pas, mais risque de devenir ce qu'elle était avant la Révolution, c'est-à-dire un lieu de plaisir et de villégiature pour milliardaires américains. Car, Raúl Castro a dit « Nous resterons quand même un pays socialiste et une économie socialiste ». Mais c'est quoi une économie socialiste quand on n'a pas de ressources minières, on importe son pétrole, que son sucre, une des rares richesses de Cuba, on ne peut pas l'exporter partout. Bref, ça va être... C'est un vrai tournant dans l'histoire de Cuba. Et nous suivrons ça dans le 64 minutes, évidemment, et sur TV5 Monde. Alors, autre fait d'actualité, francophone, français même, la visite surprise de Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, à Madama, dans l'extrême nord du Niger, près de la Libye. On en parlait au début de ce journal. Alors, hier, il appelait la communauté internationale à se mobiliser pour endiguer, je le cite, le développement d'un sanctuaire terroriste en Libye. Là, on le voit au Tchad, pour passer le réveillon. On aurait pu s'attendre à ce qu'il pointe du doigt plutôt la menace du groupe État islamique. Comment vous l'expliquez, Harold Iman, cette focalisation sur la Libye? Parce que Jean-Yves Le Drian est très porté sur l'Afrique. Donc, depuis Serval, c'était le 17 janvier 2013, que les Français sont apparus dans le ciel du Mali, on pourchasse les djihadistes du Sahel. Mais évidemment, du Sahel à la Libye, il n'y a qu'un pas. Et de la Libye à l'Égypte, il n'y a qu'un pas. Et de l'Égypte le Sinaï est déjà adossé à Israël. Donc, si vous voulez, c'est un bloc territorial qui va de l'Atlantique jusqu'à, grosso modo, la frontière iranienne. Tout ça, c'est un continuum. Donc, évidemment, si vous êtes avec Serval, ce qui s'appelle maintenant Barkhane, dans la bande sahélo-saharienne, comme on dit dans les milieux militaires, la BSS, eh bien, vous êtes déjà en Libye. Et on s'est rendu compte que tous ceux qu'on combattait se réfugiaient en Libye parce que c'est l'anarchie, donc il faut aller les chercher en Libye. Et donc, Jean-Yves Le Drian dit une chose tout à fait banale et naturelle. Qu'est-ce que ça peut faire si on va bombarder un peu plus loin? Mais il faut que les autres participent, les Allemands, les Italiens, les Canadiens. Il faut venir, il ne faut pas nous laisser tout faire. Donc, Sylvain, est-ce que c'est aussi une façon de prévenir qu'on va bombarder la Libye, qu'on doit intervenir en Libye ou pas? L'idée est dans l'air. Il y a un peu de ballon d'essai là-dessus pour préparer peut-être l'opinion, mais on parle déjà des prodromes d'une intervention. On sait on a même parlé de services de forces spéciales algériennes qui seraient entrées déjà en Libye pour de l'exploration. Il y a des renseignements français, américains, égyptiens. Il y a eu des bombardements par l'aviation des Émirats et de l'Égypte à l'intérieur de la Libye. Et la Libye, en plus de ce qu'a dit Harold, c'est un pays qui a un voisinage incroyable, c'est la Tunisie. C'est-à-dire, nous avons Libye, Tunisie. La Tunisie, c'est le pays qui a fait la réussite la plus admirable et exemplaire de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et la Libye, c'est l'exemple, le contrepoint absolu, c'est l'antithèse absolue. La Libye, c'est le lieu par où passent des milliers d'immigrants vers l'Europe. C'est le pays qui peut déstabiliser sérieusement la Tunisie.
sans parler de l'Algérie. C'est un pays qui peut aussi déstabiliser l'Égypte. Bref, c'est devenu une espèce de trou noir qui est sur la Méditerranée, c'est-à-dire qui donne directement sur l'Italie, sur l'Europe du Sud. Alors on s'arrête maintenant sur un autre dossier, une crise dont on parle depuis des années et dont on parle régulièrement dans le 64 minutes, mais aussi dans tous les autres médias, le conflit israélo-palestinien. Vous y consacrez un large chapitre. Oui. Une petite question, comment vous avez choisi déjà les questions ? Parce qu'on peut parler de différents points sur le conflit israélo-palestinien. Alors j'essaye de me demander ce que penserait un lecteur avant même d'ouvrir le livre. Donc, en France, on entend sans arrêt la question ou le débat Israël, pays d'apartheid. Hein, ça devient l'apartheid. Jimmy Carter l'a dit, pour ne citer qu'un seul des auteurs de cette phrase. Donc, il ne fallait pas éluder la question, il fallait la lancer devant. Et donc, j'ai présenté le livre à Jérusalem. Ils n'ont pas du tout aimé la question. Ma réponse, elle est simple sur l'apartheid, par exemple. C'est à l'intérieur des frontières de 67, non. À l'extérieur des frontières de 67, oui. Ça résume. Et parfois, il y a des questions assez surprenantes, comme Netanyahou, Faucon ou Colombe. Ah, c'est Colombe. Oui, bien sûr. Bah oui, tout le monde va dire Faucon, mais en fait, il retient... Enfin, dans le contexte, il retient les gens à droite de lui. Et il y en a un paquet. D'ailleurs, il vient d'être élu à la primaire, au Likoud, aujourd'hui. Il était donné ultra favori, donc il a été élu. Donc pour vous, c'est Colombe. Slimane ? C'est-à-dire, vu les gens d'extrême droite, vraiment extrême droite, jusqu'au racisme anti-arabe qui prend le transfert, donc l'expulsion des Palestiniens, on peut le dire qu'il est au centre. Mais le problème de Netanyahou, j'ai discuté en Israël avec beaucoup de gens qui le connaissent assez près, c'est que c'est un idéologue. C'est-à-dire son père est un idéologue pur et dur, et c'est un velléitaire, c'est-à-dire il dit toujours qu'il est prêt à discuter pour la paix, déplore que les Palestiniens ne fassent pas assez d'efforts, selon lui, pour discuter de la paix, oui. Mais en fait, il fait tout pour qu'il n'y ait pas de discussion, ou que si jamais il y a des discussions, elles n'aboutissent pas. Donc c'est absolument pas. Vous êtes toujours d'accord, ça va pas du tout. Faut trouver quelque chose. Juste un mot de l'Union européenne qui quand même là grimpe en puissance, pas que l'Union européenne, la Suède qui est devenue le premier pays membre à reconnaître l'État de Palestine, ouais. La Belgique dit qu'elle va le faire. Il y a beaucoup de parlements, notamment en France, qui incitent les autorités à le faire. C'est un bon signe. C'est sans importance pour moi. Ça n'aura pas d'incidence ? Oui, ça aura un peu d'incidence diplomatique, mais bon, malheureusement, je pense que les Palestiniens ne trouveront pas beaucoup de joie dans la résolution, dans ce dossier diplomatique. Ça va encore ajouter sur les faux espoirs. Ce n'est pas, je ne dis pas ça pour défendre la position israélienne, mais d'un point de vue tactique, ça ne va pas changer grand-chose pour eux. Et maintenant, ils vont passer des années devant des instances judiciaires. Les Palestiniens vont poursuivre en justice toutes sortes d'Israéliens. Ce n'est pas ça qui va arrêter la colonisation. La colonisation et Israël peut être arrêtée à Washington. Merci Harold Iman d'avoir été l'un de nos deux grands témoins pour ce premier de Langue. Merci à vous Slimane Zeguidour. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Géopolitiquement correct et incorrect, aux éditions Talendier. Merci.